Bienvenue dans la série des podcasts utiles de la CPTS Vital Santé 10. La santé mentale est aussi vitale. Et nous avons comme invité ce matin Dr Albertini et Véronique Cortez, infirmière. L'objectif de notre épisode est de sensibiliser sur la déprescription, de partager les expériences de prescription-déprescription avec nos deux invités. Docteur Albertini, je veux commencer par vous. Qu'est-ce que la déprescription selon vous? Alors d'abord, merci de m'avoir invité, parce que on n'est pas toujours très écouté, donc c'est l'occasion de faire entendre sa voix. Donc je suis psychiatre des hôpitaux. La déprescription signifie qu'il y a eu de la prescription déjà dans un premier temps, et que s'il y a une nécessité de déprescription, c'est que la prescription a dépassé les attentes et l'intérêt qu'elle peut présenter au niveau d'un patient lambda, et que ce que vise la déprescription, c'est surtout d'améliorer quand même son bien-être, de le rendre plus vivant, plus présent, etc., plus présent au monde, tout en étant soulagé de ses difficultés, de l'angoisse en particulier, voire de phénomènes délirants, etc. Mais bien sûr, on oublie parfois que ça fait des années qu'il y a eu des prescriptions, qu'on en a rajouté d'autres par-dessus, et qu'il est peut-être grand temps de balayer un peu devant les portes des ordonnances. Quelle est la différence entre déprescription et interruption répétée de traitement? Est-ce qu'on peut arriver à faire la différence? Parce qu'il arrive que le patient ou le médecin traitant, avant de voir le psychiatre, parce que là, il s'agit bien de la santé mentale, donc des patients psychotropes, qui sont addicts aussi à certains comme on dit, opioïdes et tout, mais qui vont voir en même temps le médecin traitant, mais aussi le psychiatre. Est-ce qu'entre la déprescription, on peut aussi avoir des ruptures de traitement qui... Alors, ça dépend de quoi vous parlez. Il faut quand même préciser de quoi on parle quand on parle de rupture de traitement, parce que rupture, interrompre, c'est le fait de qui d'abord? Est-ce que c'est le fait du médecin qui n'a pas voulu prescrire? Est-ce que c'est le fait du patient qui en a un peu marre de se sentir pas très bien? Parce que j'ai jamais vu des patients qui se sentaient bien interrompre leur traitement. J'ai vu des patients aussi ne pas du tout prendre le traitement et puis nous dire alors je vais mieux. Et du coup, nous avons constaté avec lui qu'effectivement il allait mieux, et c'est là que le patient nous signale qu'il n'a jamais pris son traitement. Ce qui signifie quand même que quand on prend en compte aussi la psychopathologie du sujet, son environnement, ses difficultés, etc., et qu'on le voit suffisamment, ce qui devrait être le cas, peut-être moins du médecin généraliste parce que ça prend énormément de temps, mais en tout cas du psychiatre ou de la psychologue accompagnante, etc., ou de l'infirmière accompagnante, il est évident qu'on améliore quand même le sujet. Parce qu'en conversant avec lui, c'est ce que les psychanalystes appellent les effets de discours, ça modifie les choses qu'on travaille ensemble, ça modifie les perceptions qu'on en a, et ça peut être extrêmement apaisant parce qu'on se fourvoie des fois, qu'on soit psychotique, névrotique ou quoi que ce soit, même si ce sont des appellations qui ont tendance à disparaître. Bien évidemment, on peut considérer les choses un peu différemment avec de l'aide et une interrelation avec un autre être vivant, quoi. D'accord. Les médicaments ne sont pas des êtres vivants, évidemment. Exactement. En revenant sur la déprescription, à quel moment intervient une déprescription? Est-ce par rapport à la durée du traitement ou par rapport à l'état physique du patient? Et psychique aussi, donc si on La parle psychique, de la oui, santé tout à mentale, fait. ouais. En fait, la durée, il y a des patients qui sont parfaitement équilibrés avec un traitement auquel on n'a aucune raison de toucher, ne serait-ce que parce que d'abord ça l'inquiéterait beaucoup, puis parce que le traitement a été bien conduit. C'est-à-dire il n'a pas 50 000 molécules, il n'a pas des molécules qui s'accumulent pour un effet, pour obtenir le même effet. Il en a une qui lui va bien, ça a été travaillé déjà en amont. Donc, on ne change pas une affaire qui marche si le patient va bien et bien équilibré.
En revanche, ce qu'on peut proposer, enfin moi personnellement, ce que je faisais, quand par exemple la patiente était en crise et tout, et qu'il fallait un certain traitement, voire augmenter peut-être un peu les doses, c'est que quand il va bien, c'est justement d'essayer de lui en donner le moins possible, y compris des dosages, de manière à avoir un peu d'espace pour réaugmenter le traitement en cas de besoin. Par exemple, s'il se met à pas dormir, s'il se met à être un peu plus anxieux, mais du coup, on a de la marge, j'ai envie de dire. Tandis que si on laisse un traitement tel qu'il était, parce qu'on l'a prescrit au départ pour des troubles plus ou moins importants, il est évident que quand le résultat est obtenu, le patient est aussi ravi que son psychiatre, enfin, quand il s'agit de quelqu'un qui me ressemble en tout cas, est aussi ravi de pouvoir alléger son traitement. Après, il y a des patients qui sont complètement terrorisés par ça, donc il faut les aider, c'est-à-dire il faut savoir quand même leur parler, leur rendre compte de ce qu'on cherche à obtenir avec eux, et puis surtout de leur dire que si ça ne va pas, rien n'est irrémédiable et qu'on peut revenir en arrière. Si on a modifié son traitement et qu'il est beaucoup trop anxieux, que ça ne va pas, qu'il ne se reconnaît pas ou qu'il trouve que c'était mieux avant, voilà. Après, il y a aussi chez les patients la question de l'âge, par exemple. C'est quand même, alors ils vieillissent, là je parle des grands malades mentaux, ils vieillissent quand même prématurément par rapport à nous, entre 7 et 10 ans quand même de plus. Donc moi vers la cinquantaine, j'ai pris l'habitude de leur parler quand même de ce qui se passe déjà avec le vieillissement, c'est-à-dire qu'on a moins de... On a plus de graisse et moins de muscles et on a beaucoup moins d'eau. Ce qui veut dire que les graisses concentrent les médicaments et risquent d'en relarguer certains, comme les benzodiazépines par exemple, dans la circulation. Et puis aussi que, comme ils sont quand même déshydratés, enfin, c'est un peu physiologique, mais il faut y veiller quand même. Il faut diminuer les doses et ils ne s'en portent pas plus mal. Alors il faut les convaincre, parce que sans leur accord, on ne peut rien faire. Il faut les convaincre d'expérimenter le fait de baisser le traitement, parce que quand on est d'accord et qu'ils acceptent et qu'ils voient que ce n'est pas une porte fermée, en fait, ils disent « j'ai pas vu la différence ». Ce qui est logique. Physiologiquement, c'est absolument logique. Voilà. Donc, après, il y a ces patients. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des patients qui rebellaient contre une conduite justement de déprescription, que c'était peut-être en fonction de leur psychopathologie assez compliquée, y compris pour le médecin, qui ne voulait pas nuire à leur relation. Mais bon, ne pas nuire à la relation et mettre des traitements délétères, moi, personnellement, ça ne me va pas du tout. Donc, je dis aux patients que ça, comme ça comporte quand même ma signature et que je n'ai pas envie de les tuer, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, enfin, je caricature un peu. C'est évident qu'il faut mettre quand même un peu plus de douceur et mettre le patient en situation de confort par rapport à ce qu'il peut lui-même en dire. Parce que notre métier, on l'apprend un peu dans les livres, un peu à l'école, mais on l'apprend aussi au contact des patients et on voit un peu les effets que produisent nos discours, comment ça peut les blesser ou pas, comment ils peuvent y adhérer ou pas. C'est-à-dire on ne peut pas se positionner comme un grand sachant, je sais tout et vous allez m'écouter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'expérimenter avec lui ce qui va être intéressant pour lui. Et du coup aussi pour le médecin, parce que si vous prescrivez moins, vous vous sentez quand même un peu mieux dans votre peau. Voilà. Et puis il faut tenir compte des interactions médicamenteuses, il faut tenir compte, par exemple, chez les patients psychiatriques, qui sont quand même souvent de gros fumeurs, il faut les aider. Ils y sont sensibles. Hein. On a eu, moi en tant qu'addictologue, j'ai eu de très beaux résultats avec les patients psychotiques ou même autres qui fumaient, parce qu'il y a des inductions enzymatiques qui font que ça fait baisser certains traitements. Donc, ils font presque la preuve que leur traitement est trop important. Mais je veux dire, il y a vraiment des interactions. Alors, il ne faut pas précipiter, il faut quand même attendre que le tabac soit diminué, voire arrêté, avec les substituts nicotiniques, parce que c'est le monoxyde de carbone qui est inducteur, c'est pas la nicotine. Donc on peut leur donner des substituts nicotiniques.
Et puis après, voilà, dire qu'il lutte quand même, c'est dopaminergique, le tabac, il lutte pour être vivant, quoi, pour être éveillé, pour être vivant. Donc il faut le prendre en considération. Si le patient fume 3 paquets de cigarettes, 20 cigarettes par jour, c'est que quand même, il a envie d'être un peu présent au monde, quoi. Et là, on peut baisser les traitements. Alors, le patient en a peur parfois, mais il faut dire, là, vraiment, on peut regarder. Vous êtes un peu trop sédaté, vous êtes, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées? Est-ce que vous voulez roupiller dans le salon, au fond du canapé? Ou est-ce que vous avez envie d'aller voir si le monde, quand même, peut se satisfaire de votre présence? Et vous, de la présence du monde. Voilà, donc, vous voyez, c'est... Déprescrire, c'est revisiter en permanence des prescriptions qui peuvent devenir délétères si on n'en prend pas soin et si on n'y prend pas garde. Voilà. Tous les médicaments ont des effets délétères, tous les antidépresseurs, les antipsychotiques. Il y a des médicaments qu'il faut surveiller de près, il faut faire des bilans biologiques, etc. Il y a des médicaments qu'il ne faut pas mettre ensemble. Pour revenir à votre question du côté de l'arrêt, autrefois, moi, quand j'étais jeune, on faisait ce qu'on appelait des fenêtres thérapeutiques. Justement, le patient n'était pas bien. Il était admis à l'hôpital et on faisait, parce qu'il était entouré, on faisait une fenêtre thérapeutique, on arrêtait tout. Bon, le temps que tout ça, ça dégage, il n'était pas sans rien. Hein, donc c'était quand même, on n'était pas très inquiet, comme un perdu qui voulait qu'on touche à rien, etc. Et le médecin acquiesçait. C'était pas franchement un acquiescement, c'était peut-être une difficulté à se positionner, pas à s'imposer, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais à se positionner en responsabilité de faire ou de ne pas faire. Parce que ce n'est pas la question du savoir, c'est aussi la question de la responsabilité. Et quand je vous disais que moi, je ne faisais pas de switch, comme ils disent, c'est évident que j'engageais ma responsabilité. Enfin, aujourd'hui, autrefois, on ne parlait pas de switch, donc j'engageais rien du tout, sauf l'intérêt que je portais au patient et la surveillance que j'exerçais auprès de lui pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de surveiller, il s'agit de veiller sur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Très bien la différence entre quand vous les surveillez et quand vous veillez sur eux. Voilà. Donc, voilà. Véronique, vous qui êtes infirmière et vous avez en charge certains patients psychiatriques, est-ce que par rapport à la déprescription, vous avez déjà eu un cas Oui, justement, dimanche, le patient avait eu sa consultation du mois avec son psychiatre qui a diminué son traitement, donc son Serestat. Évidemment, il en avait 6 par jour. Elle a diminué un comprimé matin, midi et soir. 4-5 jours après, donc le dimanche soir, il était absent. Il n'était pas à son domicile lors de mon passage. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, il ne répondait pas. J'ai prévenu donc sa maman qui le gère, qui aussi participe. Il était dans la rue, il s'est battu avec quelqu'un, il a eu ses délires. C'est un patient quand même, je signale, qui est schizophrène, bipolaire, qui a un traitement assez lourd. Donc lors de sa consultation la semaine dernière, donc elle a trouvé qu'il était un peu ralenti, trop ensuqué ou par son traitement, donc elle a allégé, c'est ce qu'elle a fait, donc elle a déprescrit évidemment. Et ça ne lui a pas trop convenu, quoi. Mais elle a déprescrit que cette molécule-là. Il y avait ça, il y avait du tertian aussi qui a été diminué. Elle lui avait enlevé le zopiclone alors qu'il se plaint qu'il ne dort pas la nuit. Et il en avait combien de zopiclone? Donc ça, bon... on ne touche pas. Voilà. Un comprimé pour dormir, on ne touche pas. Voilà. Et c'est 30 gouttes de Theralène, évidemment. Ah, ça, le Theralène, j'en ai jamais prescrit de ma vie. Voilà, mais qui ne lui fait pas de l'effet, apparemment. Donc ça a été un problème. Le problème, la description, ok. J'ai pas eu d'informations. Moi, c'est la maman qui m'a dit comment s'était passée la consultation. Vite elle était avec son fils? Oui, elle était présente.
Donc, du coup, pas de numéro pour joindre la psychiatre, pour lui dire, mais là, il se plaint. Il vous a vu cette semaine, il se plaint qu'il ne dort toujours pas, malgré que vous avez en plus retiré. Donc, Mais c'est ça compliqué. s'est fait d'un coup, c'est ça? Ça s'est fait dans la semaine, oui, dans la même semaine. 5 jours après, 5 jours après. la déprescription. La description, oui, oui. 5 C'est-à-dire, jours après, elle a fait la le mardi, il a eu sa consultation, et bien, le dimanche, voilà. Le résultat, le fait d'avoir diminué... Oui, c'est-à-dire, il a été acheter son traitement et il lui manquait. Et le traitement que nous préparons, nous, c'est nous Oui. qui préparons bien sûr son pilulier. Du coup, il m'a dit, je suis content, on m'a allégé le traitement, au moins je vais être mieux. Ben oui, c'est tellement bien qu'il est allé à l'extérieur, il a halluciné, soi-disant, la personne le regardait bizarrement, elle lui en a voulu, il s'est battu du coup. Il avait 6 comprimés de Seresta 50. Oui, de matin, de midi, soir, avec un tertian 25 matin, midi et soir, des pacotes, bien sûr matin et soir, des Movanes, et il en a beaucoup. Certes, il en a beaucoup. C'est vrai qu'il est un peu au ralenti, je veux bien. Mais le problème, c'est déjà le fait et de ne pas pouvoir rejoindre le psychiatre. Donc pas de numéro de téléphone. C'est un psychiatre libéral ou un psychiatre hospitalier? Parce qu'alors, un psychiatre hospitalier, je veux dire, si on ne le joint pas lui, il y en a un qui est de garde. Hein. Oui, mais bon, alors pas de numéro d'astreinte. Un numéro où personne ne répond, un secrétariat. Non, mais Si, le on week-end, n'a on rien. n'appelle pas secrétariat. Hein. Non, mais le week-end, justement, c'est ce que je dis. On est quand même embêtés. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas de numéro qui joindre en cas d'urgence, pas de problème. Oui, on peut appeler l'interne de garde. Voilà, mais mis à part ça, on n'a pas... Non, mais c'est déjà pas mal si vous arrivez à la voir, parce qu'il y a des hôpitaux qui vous disent qu'il n'y en a pas. Voilà. Bon. J'ai dit, on a arrêté tout ça, je veux bien. Mais l'Imovan, ça me paraît quand même... pas du tout... j'ai dit, mais tu as bien dit que tu ne dormais pas. Oui. Bon, j'ai dit, je vais essayer de joindre quand même la psychiatre pour une ordo. Non, mais c'est surtout qu'il a un secteur, du coup, ce patient. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Il a un secteur que vous pouvez joindre, ne serait-ce que votre collègue infirmier de l'équipe, qui lui va faire appel à l'interne de garde. Ça, c'était... le vendredi. Dans la journée. Oui, dans la journée. Donc, pourtant, le vendredi, c'est pas compliqué. Mais je suis seule, il y a des maladies. Oui, je veux bien, mais on a des prescrits. On a des prescrits à mon patient un traitement. Je veux dire, on a diminué de 50% le traitement. Le patient, il va pas bien. Il arrive le week-end. Donc, en amont, j'essaie de voir. Il faudrait que... Alors là, vous êtes quand même face à une double, voire une triple, voire une quadruple difficulté, c'est le fait de ne pas pouvoir joindre quelqu'un pour l'informer du résultat de la diminution sur le patient. Voilà. Après, il y a autre chose aussi, il y a autre chose qui concerne le prescripteur et qui, du coup, vous met dans l'embarras et le patient n'en parlons pas. Voilà. C'est que, honnêtement, on a une codification quand même pour déprescrire. Oui. Quelqu'un qui a 300 mg de Seresta par jour, même si on sait que le Seresta est peut-être le moins délétère, parce que c'est le dernier métabolite des benzos, vous savez, donc il y a moins d'effet d'accumulation, mais il en a beaucoup. Il en a beaucoup de Seresta. Lui enlever la moitié d'un coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des effets rebonds, ils peuvent être certains plus sensibles que d'autres, un peu justement pas hallucinés, mais confus. Plus confus qu'hallucinés. C'est-à-dire que la problématique du sevrage, alors lui il avait tout arrêté, mais là on lui a quand même diminué de moitié, on lui a aussi beaucoup diminué le tertian. C'était judicieux de vouloir s'attaquer au Seresta, mais il fallait y aller plus progressivement. Je pense, voilà. Il fallait y aller, d'autant que c'était, voilà, moi si quelqu'un arrive avec tout ça de Seresta, à la limite je vais substituer pour avoir une molécule qui permet de diminuer. Il faut arriver à le gérer. Après, le fait qu'après mon départ, voilà, donc il a fallu que j'appelle la maman, ça a duré tout. Après le week-end, ça a enchaîné. Le samedi, ça allait, et c'est le dimanche, donc voilà, que s'est passé ce problème. Donc du coup, les pompiers l'ont emmené en psychiatrie, juste pour une nuit. Il est ressorti lundi matin. Et donc moi, lundi, j'ai essayé de recontacter la secrétaire pour avoir au moins le mail
du psychiatre pour lui expliquer Ouais. ce qui s'était Et passé. aux ce urgences, week-end. qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai réussi. Aux urgences, après, ils l'ont renvoyé. C'est à la maison. Non, à mais ils l'ont domicile, renvoyé, le matin. mais ils lui ont donné Ah quelque ben, chose. le compte rendu, Il n'a pas eu ben, de- c'est ma collègue qui était là, donc Non, du tout, il n'a rien eu. voilà, il n'a rien Ils du ne tout. lui ont pas donné de médicaments. Et oui, voilà, Ils parce l'ont que... gardé en observation. Mais visiblement, le patient était consentant puisqu'il était content d'avoir Oui, eu son oui, traitement oui, allégé. Et que là, voilà, il fallait induire un peu plus de précautions. Et Oui. puis surtout, est-ce que, parce que là c'est autre chose, justement, quand il y a un tiers qui intervient Oui, au milieu de cette déprescription, qui est l'infirmier et qui prend soin du patient à domicile, d'abord il faut le prévenir, parce que quelquefois l'infirmier il lui reste, moi j'ai été confrontée à d'autres situations, oui, l'infirmier il lui reste des trucs, il continue à les lui donner, parce oui. que des fois ça tombe pas pile le jour quand il fallait vraiment surveiller de très près, mais indépendamment de ça, personnellement, j'ai toujours appelé l'infirmier L'équipe, ouais. libéral pour lui dire attention, j'ai baissé le traitement. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut le prévenir, il faut dire que le patient, ne serait-ce que pour lui donner des arguments pour qu'il puisse apaiser le patient. Après là, j'avoue que c'était un peu Alors, chirurgical. c'est un peu compliqué, quoi. Il faut y aller plus progressivement, même si ouais. ça prend du temps, y compris même sur la même ordonnance. Même sur la même ordonnance. Et Oui. puis, il faut prendre soin d'inscrire, mais ça, quand on est en addict, on fait très attention, délivrer la quantité exacte prescrite. Et moi, des fois, je calculais même le nombre de comprimés parce qu'ils ont tendance à donner les boîtes, par exemple, de 16 à 50. Oui. Et du coup, il y en a toujours trop. Mais si vous dites pendant tant de jours, tant de trucs, et à la fin, je mettais soit tant de comprimés à délivrer et rajouter, délivrer la quantité exacte prescrite. Si on veut, parce qu'on n'est pas obligé de faire d'un coup, quoi. C'est ça, oui, on le bien fait sûr. progressivement avec l'accord du patient. Et du coup, ben, ça se passe mieux. Sûrement, alors bon, donc voilà. Donc du coup, j'ai Enfin, en tout j'ai cas, le réussi à produit avoir de Princeps. nouveau l'ordonnance pour l'Imovan, donc lundi. Ça y est, elle me l'a renvoyé. Du coup, j'ai laissé mon mail pour que je lui ai adressé un mail. Et donc, elle m'a renvoyé Vous lui avez l'ordonnance et laissé remettre l'Imovan. Vous lui avez laissé votre numéro de téléphone. Oui, parce que mon normalement, téléphone, ma dans les collègue, le dossiers- mien, ouais, tout. Dans les dossiers, Tout, il y a des cases où il y a tous les référents des patients. Bien sûr. Référent infirmier, même la structure dans laquelle il exerce, etc. Parce que l'infirmier il peut être en vacances, il peut Bien sûr, oui. un droit au repos aussi. Ah non, mais Vous voyez tout ça, l'assistance sociale, le truc de manière à pouvoir joindre les personnes concernées. Ça s'appelle la coordination des soins. voilà. Enfin, Donc c'est vrai que moi, je le c'est... faisais moi-même, comme ça j'étais sûre, mais bon, après. Bien, nous arrivons presque à la fin de notre échange. Merci beaucoup, docteur Albertini. Donc, pour terminer, est-ce que le suivi après une déprescription doit être régulière ou le psychiatre garde le même rythme de suivi? Personnellement, si je mets en œuvre quelque chose, je veille sur le fait déjà que ça soit bien respecté par le patient qui s'y est engagé et de vérifier donc qu'il ne se passe rien de fâcheux. Oui. Ça peut être au téléphone, hein, c'est pas obligé que ce soit en présentiel. S'il n'a pas eu de soucis, s'il est content de la diminution, et puis surtout quand même de prendre soin. Pour ça, il faut une connaissance des médicaments, de prendre soin quand même du fait que s'il en avait les benzos, par exemple, on ne peut pas les enlever d'un coup comme ça. On ne peut pas les enlever d'un coup, il faut faire un sevrage progressif. Bien sûr. Voilà. Même En décroissant, juste faire... pour diminuer. bien sûr. Voilà. Parce que le patient, il ne s'en aperçoit pas comme ça.
Voilà, puis après, il y a aussi les questions de douleur qui sont parfois difficiles à identifier chez les patients, parce que les sensations nociceptives, parfois, le aspect très délirant, etc. Et puis parce que la douleur, bon, d'abord, il faut qu'il en reste un peu, hein, pour qu'on sache où elle va exactement. Faire très attention au fait qu'il y a certains médicaments qui après sont inducteurs d'une douleur plus grande, c'est-à-dire au lieu de traiter la douleur, ils la provoquent. Ça, c'est un mécanisme très particulier et il n'y a qu'en baissant le traitement qu'on obtient un résultat. Et maintenant, on les a dans les services d'addictologie, évidemment. Oui. Et en parlant par rapport aux addicts au tabac, on voit bien que ces patients, celui-là dont tu parles, c'est vrai qu'il fume énormément, il fume beaucoup, je pense 2 paquets. Alors ça n'agit pas sur tous les médicaments, mais sur ça, bon, je ne vais pas vous les lister, ne serait-ce parce qu'après j'en oublie la moitié, mais il faut toujours regarder sur lesquels le tabac est actif. C'est facile. Maintenant, avec Internet, le bonheur est simple comme un coup de clic. Et puis, on regarde et on voit qu'il y a une diminution de l'effet du médicament. Puis statine aussi, prendre un essai. Enfin bref, voilà, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on fait. Après, moins on met de molécules, puis on a une vision claire. Après, on peut aussi interroger le pharmacien sur l'association des médicaments. C'est vrai qu'à l'hôpital, enfin moi, Edar Toulouse, c'est fantastique. Ils ont aménagé vraiment... vous pouvez vous envoyer l'ordonnance. Par exemple, moi, quand le patient n'était pas d'accord pour baisser quoi que ce soit, quand on les voyait qu'en addicto, et qu'ils avaient un autre psychiatre pour la partie psychiatrique, parce qu'on faisait soit des suivis, comment on appelle ça, intégrés, soit des suivis séparés, mais avec lesquels on était en lien. Quand le patient ne voulait pas entendre, parce qu'il comprenait très bien que ce n'était pas nous qui avions prescrit ça, et que donc il fallait quand même l'accord de l'autre médecin, moi, je leur faisais souvent la proposition. J'ai dit, vous voulez bien qu'on fasse analyser votre ordonnance, comme ça vous allez voir. Hein, on l'a fait analyser, on met tout, depuis combien de temps, pourquoi, comment et tout. Et vous allez voir que la pharmacienne elle va nous analyser le traitement et que vous allez être peut-être surpris, ou peut-être c'est moi qui vais être surprise parce que ça sera judicieux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de moi j'apprécie énormément parce que ça permet aussi de déléguer à un tiers et de ne pas donner le sentiment au patient qu'on fait la loi. On ne peut pas le faire systématiquement, si le patient est d'accord, on ne le fait pas. Mais je veux dire, et si on sait parfaitement où on veut en venir, voilà, qu'on est précis dans ce qu'on sait, mais après, le pharmacien, c'est son rôle de toute façon, de vérifier la validité des ordonnances, qu'elle est judicieuse, qu'il n'y a pas des interactions qui privent. Voilà, c'est comme tous ces patients qui ont mis de la B1, puis ont des pansements gastriques, bah, c'est pas la peine, hein, ils n'absorbent pas. Donc. Eh bien, merci beaucoup. Mais toujours dans le cadre de notre suite de séries d'enregistrement sur la santé mentale est aussi vitale. Aujourd'hui, nous avons M. Desruelles, pharmacien dans le 10e arrondissement, qui est aussi membre de la CPTS. Nous allons parler de la déprescription. M. Desruelles, qu'est-ce que vous entendez par déprescription, s'il vous plaît? Alors, la déprescription, normalement, c'est une adaptation de traitement pour le bien du patient quand on s'aperçoit que certains médicaments vont se superposer et donner des effets délétères. Ça peut se faire aussi à travers ce qu'on appelle le bilan de médication, qui justement est un bilan qui est fait entre autres par les pharmaciens, qui permet là aussi de faire un tour complet en fait du traitement des patients et de voir s'il y a des redondances ou des choses qui ne peuvent pas se superposer. De façon, je dirais, plus pointue que ce que nos logiciels vont nous accorder comme information. Merci. Effectivement, c'est ça la déprescription. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un patient, bien sûr, qui a une ordonnance des psychotropes ou encore des opioïdes, tout ce que vous savez par rapport à la santé mentale, qui vous emmène une ordonnance d'attente de 3-4 mois et qui veut avoir ces médicaments?
est-ce que vous lui servez son traitement ou vous lui demandez d'aller voir son psychiatre? Alors, ce sont des cas qui se présentent effectivement. Le traitement n'est délivré qu'après une discussion approfondie avec le patient et une étude de son dossier patient pour savoir un petit peu ce qui est délivré, pour savoir pour quelles raisons cette ordonnance traîne et pour savoir si c'est réellement justifié de lui fournir. Je dois vous dire que dans un cas sur deux, on essaie de le renvoyer chez le médecin. Très bien. Et par rapport, toujours dans le cas de la déprescription, il arrive que le psychiatre puisse baisser le dosage et à la place remplacer une autre molécule ou encore superposer une autre molécule. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le psychiatre ou vous demandez au patient de repartir voir son psychiatre? Alors, ce sont des choses qui arrivent forcément assez régulièrement. Donc, souvent, on regarde un petit peu les historiques de délivrance pour savoir ce qu'il en est. Sinon, on détecte un changement de traitement. On en parle avec le patient pour savoir un petit peu s'il est déjà au courant. S'il est au courant, bon, ça s'entend et ça se délivre. S'il n'est pas du tout au courant, effectivement, ça peut aller jusqu'au renvoi du patient, chez son médecin. Est-ce que vous êtes d'accord pour la déprescription par rapport aux patients que vous connaissez qui ont un traitement longue durée depuis des années? Oui, de toute façon, ça s'entend. Si à un moment, le rôle du pharmacien, c'est de soigner les gens et pour ça, d'utiliser le traitement le plus approprié. Par conséquent, s'il y a trop de choses, on n'est pas là pour tuer les gens, donc au contraire, ça s'entend évidemment. Parfait. Mais, je vous remercie, Monsieur Desruelles. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre échange sur le thème de la déprescription. Bien sûr, ça concerne toutes sortes de traitements, mais dans le cadre de la santé mentale, tout ce qui est psychotrope, même en addictologie, en fait, ça regroupe beaucoup de sujets. Là, aujourd'hui, nous avons parlé que de l'aspect des prescriptions par rapport au traitement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger sur le même thème, mais sur d'autres axes. J'aimerais remercier le docteur Albertini pour sa disponibilité. Merci beaucoup, docteur. Madame Cortez Véronique pour sa disponibilité aussi. Et le docteur Desruelles. Merci beaucoup et à très bientôt. N'oubliez surtout pas d'écouter les podcasts et de mettre à la fin des petites actions à l'avenir. Voilà, merci beaucoup.